Mon histoire Else, écrit par Cher M. Chapitre 3, Grégory Yemba. Il avait l'air d'un grand seigneur, régnant sur ses vassaux. De la grande baie vitrée qui constituait l'un des murs de son bureau, il avait une vue générale sur les vastes pièces du staff que l'on pouvait atteindre par un escalier en colimaçon. Une deuxième porte, placée pratiquement en diagonale de celle menant à l'escalier, permettait à ses différents visiteurs d'accéder à son bureau sans devoir traverser la grande salle où se démenaient une bonne trentaine d'opérateurs et d'informaticiens. Son parfum emplissait la pièce climatisée. C'était la grande classe, un bureau digne d'un homme comme lui. Ici, un petit salon aux teintes résolument masculines, une télévision, un lecteur DVD, un mini-bar et une bibliothèque bien garnie dont certains ouvrages avaient visiblement été déplacés récemment. Là, une armoire pleine de classeurs, un bureau imposant, en bois sur lequel régnait un petit désordre. Dans un coin du bureau, un écran d'ordinateur, un clavier et une souris, une sorte de corbeille remplie de dossiers, un signataire, une boîte pleine de stylos et crayons, des trombones, une agrafeuse. Alors, que puis-je pour vous aider, Else? Vous m'avez semblé très préoccupée hier, au téléphone. Maintenant que j'étais assise en face de lui, le courage me quittait. C'était tout moi, trop impulsive. Au fond, je ne croyais pas qu'il accepterait de me recevoir. Mais maintenant que je le voyais, assis sur son espèce de trône, je perdais tous mes moyens. Je vous remercie de me recevoir aussi rapidement. Je n'avais pas trop le choix. Je vois que vous êtes toujours aussi désagréable. Je me mordis la langue. Comment pouvais-je parler ainsi à une personne à qui je voulais demander de l'aide? Pardonnez-moi, je ne voulais pas dire ça. Ça m'a échappé. Il eut pour moi un regard étonné. Il se leva de son siège et contourna le bureau. Je pense qu'un verre vous fera le plus grand bien. Vous êtes tendu comme un arc. Je ne bois pas d'alcool. J'ai aussi des boissons sans alcool. Loin de moi l'envie de vous saouler. Je ne cherche pas à vous séduire. Et vous n'y serez jamais arrivé de toute façon, répliquai-je du tic au tac. Il me servit un Coca-Cola et lui prit un verre d'eau. Je ne bois pas pendant mes heures de travail, précisa-t-il en me montrant son verre. Il retourna s'asseoir derrière son bureau. Prenant une profonde inspiration, je commençai à parler. Je suis retourné chez votre ami Jean-Christophe hier soir. C'est son épouse qui m'a donné votre numéro. Je m'en suis douté en effet. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce besoin soudain de me contacter après combien de temps déjà? 3, 4 mois? En fait, je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. J'y ai réfléchi. Et vous m'avez semblé être la personne la plus à même de m'aider. Mon père est au chômage, depuis plusieurs années maintenant. Et nous n'arrivons plus à nous en sortir. J'ai bien réussi à trouver du travail, mais je viens de le perdre. Ça tombe vraiment mal parce que je dois payer mes études et je suis en fin d'année. Alors, j'ai pensé que vous pourriez avoir une place dans... Bref, je suis venue vous demander de l'emploi. Pendant que je bredouillais ces paroles, il me regardait en silence, jouant avec son stylo en argent entre les doigts. Ok. Et à quel genre de travail pensez-vous? Je ne sais pas, n'importe lequel, je me tue vite avant de dire une bêtise de plus. En fait, je n'avais même pas pensé à savoir de quoi l'entreprise de Grégory s'occupait. Quelle candidate pitoyable je faisais, me présentant si peu préparée à un entretien d'embauche. Je me pris le front dans une main. « Vous êtes si désespéré que ça ?» me demanda-t-il. « C'est rien de le dire. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. De plus, je n'ai même pas encore fini mes études.
Mais je suis intelligente, je sais que j'apprendrai très vite. Il faut juste que vous me donniez une chance. Bon, écoutez-moi, Else. Il serait fastidieux de vous expliquer en quoi consiste exactement notre travail ici. Sachez simplement que nous œuvrons dans un domaine hautement technique et que le travail que nous faisons ici requiert l'expertise de la crème des informaticiens de ce pays. Le tiers de mon personnel me vient de la sous-région. J'ai investi énormément dans le recrutement de mon personnel. De plus, du peu que je connaisse de votre profil, vous avez besoin d'apprendre le métier. Et les enjeux pour mon entreprise sont tels que, en ce moment, mon staff n'a pas de temps à consacrer à la formation d'un junior. J'ai bien peur que vous ne soyez pas à votre place ici. Je pourrais, c'est impossible, n'insistez pas. Je restais là, impuissante, devant la fatalité. Mon dernier espoir venait de s'envoler. Mes yeux s'emplirent de larmes. Qu'est-ce que je croyais? Bon sang, ma naïveté me perdra un jour. Grégory fit un geste vers un de ses tiroirs, d'où il sortit un portefeuille en cuir. De combien avez-vous besoin pour payer vos cours? Je peux au moins vous aider dans ce sens. Quand je levai les yeux vers lui, c'est à travers un filet de larmes que je le vis compter des billets de banque. Je n'eus pas le loisir de savoir si c'était des francs congolais ou des dollars qu'il me proposait. La nausée montait en moi. J'attrapai mon sac à main, posé sur le tapis à côté de moi, me levai en hâte et partis vers la porte non sans avoir lancé. Je ne vous demande pas la charité. Merci de m'avoir reçu. Dehors, la chaleur manqua de me faire suffoquer. C'en était trop. Je m'arrêtai une dizaine de mètres plus loin, prise d'une crise de larmes. La rue était encombrée de marchands ambulants que la chaleur ne semblait en rien déranger. Dans ce mélange de bruit, de chaleur, de poussière, je ne remarquai pas la personne de l'autre côté de la rue d'où je venais, qui traversait à son tour. Ça va aller. Je fis volte-face. C'était Grégory. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous vous complaisez dans votre vie de millionnaire, avec votre superbe voiture, vos costumes haute couture, votre petit empire personnel. Qu'est-ce que vous en avez à faire d'une pauvre fille paumée comme moi? Chacune de mes phrases était entrecoupée par un hoquet. J'étais dans tous mes états. Je vous connaissais impertinente, mais pas hargneuse. Que vous est-il donc arrivé en 4 mois pour que vous changiez autant? J'ai grandi. Je baissai la tête, tentant vainement de cacher mes larmes à la vue des passants. Grégory me prit par le bras et me guida impérieusement vers son bureau. En passant devant sa secrétaire qui me regardait, se demandant quelle mouche m'avait piqué pour partir comme une furie comme ça, il lança des instructions pour que l'on ne le dérange pas. Cette fois-ci, il m'installa sur le canapé du petit salon et me resservit un Coca-Cola légèrement relevé d'une pointe de whisky. Je protestai faiblement, mais il insista. Ça va vous aider à retrouver vos esprits. Buvez. La liqueur me fit tousser un peu. Il me reprit le verre des mains et alla s'asseoir en face de moi. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû réagir de la sorte. Je suis à bout de nerfs. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Arrêtez donc de vous excuser à tout bout de champ. Je suis désolée, mais mes parents m'ont appris les bonnes manières, et celles-ci comprennent de s'excuser lorsque l'on reconnaît s'être trompé ou comporté de façon grossière à l'égard d'une personne. Une leçon que vous avez sans doute ratée. Voilà que je vous retrouve. Mon remède a marché. Vous avez retrouvé vos esprits, c'est bien. La remarque me fit sourire. Oh, je n'en espérais pas tant. Vous êtes impossible. Je comprends qu'aucune femme ne veuille de vous. Ce n'est qu'une façade. Je peux être un parfait gentleman quand je veux. Je ne souhaite que vous croire. Vous aurez l'occasion de le voir, et plus tôt que vous le pensez.
Je le regardais les yeux bouffis par les larmes. Je ne comprends pas. Il se leva et vint s'asseoir sur la table basse bien en face de moi. Je n'ai aucun poste à te proposer dans mon entreprise. On se tutoie maintenant? Il est hors de question que je vous voie la femme que je vais épouser. Ça ferait trop snob. J'étais sidérée. Je te demande pardon? Tu m'as bien entendu. Je te propose de t'épouser. Et apparemment tu es d'accord puisque tu m'as dit tu toi aussi. Quoi? Non, ça non. Vous êtes complètement malade. Je m'étais levée en parlant et je reculais comme si le mal dont il souffrait était contagieux. Je pense sérieusement que tu ferais mieux de réfléchir avant de me dire non. Mais qu'est-ce qui vous prend à la fin? Vous voulez me faire croire que vous êtes amoureux? Il partit d'un grand rire. Amoureux? Non, pas du tout. Mais alors, pourquoi? Loin de moi l'envie de te vexer. Tu es une jeune fille plutôt mignonne, mais de là à me rendre amoureux, tu peux te rassurer, il n'en est rien. Plutôt mignonne? Je t'en ficherai, moi, des... Ok, j'ai compris, mais alors expliquez-moi. Qu'est-ce qui vous prend de vouloir m'épouser tout d'un coup? C'est pour des raisons tout à fait pratiques. Tu connais ma situation par rapport à mon père et mes enfants. Il me faut me marier au plus tôt. Mes enfants ont besoin de ma présence et je ne peux continuer à m'entêter plus longtemps. Il se leva à son tour et me fit face. Je le considérais en attente de la suite de ses explications. Pourquoi toi? C'est ton attitude de tout à l'heure qui m'a motivé. Tu es quelqu'un de suffisamment désintéressé et je pense qu'on peut faire affaire. Affaire? Attendez une minute. Il ne s'agit pas d'une de vos transactions financières là. Nous parlons de mariage, de l'union de deux existences, de deux vies, à l'occurrence la mienne. Qu'est-ce qu'est le mariage sinon un contrat entre deux personnes? L'essentiel est que toi, comme moi, soyons d'accord sur les modalités de cette union. Ok, à supposer que j'accepte de marcher dans votre combine. Vous gagnez la bénédiction paternelle et vous récupérez vos enfants. Et moi, dans l'histoire, il retourna vers son bureau. C'est l'homme d'affaires qui allait parler. Tu gagnes la possibilité de garder ta famille loin du besoin pendant longtemps, de payer tes études et même de créer ta propre entreprise si tu souhaites. Comme tu le vois, tu as tout à gagner dans l'histoire. Et j'ai tout à perdre également, répliquai-je en avançant doucement vers le bureau de marbre. Le mariage a une implication plus grande que celle que vous voulez bien lui donner. En vous suivant dans cette entreprise, c'est mon avenir que je mets en jeu, ma vie, la chance de connaître le bonheur. Si tu attends de moi que je te promette de te rendre heureuse, je suis désolée, mais je vais te décevoir. Tu dis être prête à tout pour résoudre tes problèmes. Alors, prends ce que je te propose, comme un travail généreusement payé, rien de plus. Mais si tu crois toujours au prince charmant et que tout s'arrangera comme par enchantement, tu es libre de t'en aller. Je le considérais un instant. Dans ma tête, c'était le chaos. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Pour toute réponse, il eut un petit sourire victorieux. Et je suis à ce moment que j'étais perdue.